Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation des nouveautés Eredis 2024. Je suis Hélène de Eredis et je vais donc vous montrer quelles sont ces nouveautés et améliorations. Voilà, c'est parti. Donc voici Eredis 2024. Donc ça c'est la page d'accueil. Je vous rappelle pour ceux qui n'aiment pas nos fonds que vous pouvez changer en bas à droite le fond d'écran sur Windows. Sur Mac vous avez un peu le même style mais c'est en bas à gauche pour pouvoir insérer une image à vous. Alors, première nouveauté dans Eredis 2024. Ça va être dans l'onglet graphique, vous avez été très nombreux à nous demander d'avoir une roue mixte, c'est-à-dire le mélange de la roue d'ascendance et de la roue de descendance qui existait déjà. Donc on a l'onglet graphique et si je clique sur roue mixte, Eredis va calculer de manière à mettre la roue à la fois en ascendance et en descendance. Alors, première chose importante qui apparaît, c'est qu'on peut choisir d'afficher soit tous les conjoints, donc c'est surtout pour la descendance finalement. En descendance, je peux choisir d'afficher tous les conjoints et s'il y a un enfant hors mariage et dont un des parents n'est pas connu, on a le point d'interrogation qui signifie que cet enfant est rattaché à ce père mais on ne sait pas qui est sa mère par exemple. Ça arrive parfois que sur un acte, le nom de la mère ne soit pas cité. Voilà. C'est surtout plus souvent dans le sens inverse, c'est-à-dire c'est le père qui n'est pas cité pour le coup. Mais ça arrive quand même. Donc maintenant, on affiche, vous avez pu le voir, je zoome avec la roulette de ma souris, mais je peux le faire ici aussi. Vous avez pu voir qu'on l'on voit en descendance qui sont les conjoints et quels sont les enfants issus de ceux ou ces conjoints. Je peux choisir, lorsqu'il y a plusieurs conjoints, quelle est la descendance que je veux. Est-ce que je veux toute la descendance pour tous les conjoints ou seulement un des deux. Donc à moi de choisir si je veux faire une roue avec seulement un des X lits que la personne a eu. Donc cette roue se construit toujours par rapport au personnage central, c'est-à-dire l'individu qui est au centre de l'écran, l'individu sur lequel vous êtes en train de travailler. Plus je zoome, plus j'ai d'infos, donc ne me dites pas que la roue est vide, non, c'est simplement que vous avez beaucoup dézoomé et du coup on ne voit pas. Parce que de loin, on ne peut pas tout voir. Donc plus je zoome, plus j'ai d'informations, moins je zoome, moins j'ai d'informations qui apparaissent. À savoir quand même, c'est que plus on monte dans les générations, moins on a de place puisque les cases sont de plus en plus rétrécies. Ça c'est valable pour toutes les roues pour le coup. La roue mixte permet de choisir le nombre de générations ascendantes de 4 à 12 et le nombre de descendances également de 4 à 12. Ce qui fait que, alors toujours à partir du personnage central, on peut avoir une roue très grosse. Alors par contre, si vous avez un ordinateur qui a quelques années et qui n'a pas beaucoup de RAM, je vous conseille d'être pas trop généreux en nombre de générations, sinon votre ordinateur va ramer. Donc n'hésitez pas à diminuer le nombre de générations. Et si vous voulez vraiment afficher, attendez, soyez patient. Et puis surtout, fermez tout ce que vous avez ouvert à côté pour qu'Eredis soit le seul à utiliser votre ordinateur. Comme toutes les autres roues, on peut colorer en fonction de critères, d'un filtre finalement. Donc soit par génération, une couleur par génération, soit par sexe, par SOSA. Alors évidemment, si mon personnage central est le personnage racine, je n'aurai que l'ascendance qui sera colorée de la façon SOSA. Je peux aussi colorer en non SOSA bien sûr. Par contre, si je suis sur un autre individu, il est possible que dans la descendance, il y ait également des SOSA. Je peux colorer par individu complet, c'est-à-dire les individus pour lesquels je n'ai plus à chercher tout ce qui est naissance, union et décès. Je dis naissance, mais c'est baptême aussi, et décès, c'est sépulture également. Je peux colorer par individu marqué, si j'ai fait un marquage particulier, par exemple tous les individus, je sais pas moi, qui ont vécu un jour dans une certaine ville. Et sinon, je peux colorer par lieu de naissance. Donc ça, c'est la roue de région, on appelle ça. Donc c'est la roue mixte, mais de région.
Alors dans ce cas, si je choisis cette coloration, je vais aussi devoir choisir quel découpage administratif je souhaite. Commune, département, région ou pays. Et sur le côté, vous allez voir la légende en fonction des lieux. Et comme précédemment, comme dans les autres roues qu'on avait en ascendance et en descendance, si vous cliquez sur le nom du lieu, vous aurez en surbrillance la case concernée. Alors la petite nouveauté, amélioration que l'on a faite également et qu'on a aussi portée sur Ascendance et Descendance, c'est le pas de lieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait avant on avait le pas de lieu, s'il n'y a pas de lieu de naissance, il n'y avait pas de couleur, donc on laissait gris. Par contre on ne l'indiquait pas dans la légende. Aujourd'hui on marque pas de lieu, comme ça vous savez chez qui il va falloir aller chercher où la personne est née. Et pouvoir compléter votre travail. J'oubliais de préciser, l'affichage des conjoints s'est reporté également dans la roue de descendance, bien sûr. Vous pouvez voir maintenant qu'on a modifié, simplifié l'affichage des options. Donc par exemple, ici on avait avant montré les cases vides, c'était un peu lourd. Aujourd'hui on a mis afficher 2 points, si c'est coché ça s'affiche, si c'est pas coché ça ne s'affiche pas. Donc si je coche les cases vides, alors là j'ai pas assez de génération, mais si je monte un peu plus de génération, vous voyez ici, j'ai bien les cases vides qui sont symbolisées. Ça n'apparaît qu'en ascendance, parce qu'on ne peut pas deviner combien les individus vont avoir eu de descendance. Voilà. Les implexes, comme pour les précédentes roues, peuvent être affichés en rouge. Donc l'écriture est en rouge, ça veut dire que l'individu apparaît plusieurs fois. C'est un implexe, c'est donc un individu qui, par le biais des mariages consanguins, se retrouve plusieurs fois dans votre généalogie. Je vous rappelle que comme sur les autres roues, vous pouvez faire un clic droit et voir toutes les occurrences pour voir à quel endroit la personne apparaît également. Donc ici 2 fois, on peut avoir plus bien sûr s'il y a plus. Si je coche les parents introuvables, je vais avoir, si j'en ai, oui, ici j'en ai un par exemple, je vais avoir la mention père introuvable ou mère introuvable, ou les deux d'ailleurs, si j'ai coché la petite étiquette dans l'onglet saisie pour indiquer à Eredis que le père ou la mère est introuvable. De même, pour la descendance, on peut avoir sans descendance ici qui est indiqué, comme ça vous savez que cette branche se termine et il n'y a plus à rechercher la descendance, il n'y a pas à rechercher la descendance. Par défaut, on vous affiche les confidentiels, mais si vous souhaitez, avant impression, que ça n'apparaisse pas, décochez la case et puis vous aurez le mot confidentiel dans la case. Ça, c'est si vous échangez avec quelqu'un, par exemple. Les dates qui sont par exemple en calendrier républicain peuvent être converties pour apparaître sur cette roue en calendrier grégorien. Autre chose, c'est que maintenant, vous avez la possibilité de choisir le format des prénoms. Est-ce que vous voulez tous les prénoms, seulement le premier, l'usuel ou le premier et les initiales des prénoms suivants. Et enfin, alors ça c'est nouveau aussi, ça a été reporté sur les autres roues, ascendance et descendance, c'est que vous avez plus de choix pour les formats des lieux. Pourquoi ? Parce que on nous a demandé en fait d'avoir plus de choix. Avant, on avait simplement commune, code lieu, département, région et pays uniquement. Alors c'était pas mal, mais insuffisant pour certains d'entre vous. Du coup, on a mis toutes les possibilités dans les roues, donc à la fois la roue mixte, l'ascendance et la descendance. Voilà. Alors c'est le lieu qui s'affiche ici. Donc là j'ai choisi pays, forcément on ne voit que le pays. Si je mets commune, la roue se recalcule et on va avoir la commune. Voilà pour la roue mixte, et je vous ai fait non pas les nouveautés mais les améliorations des autres roues en même temps, puisque je vous ai précisé au fur et à mesure. Je vous rappelle que ces roues sont exportables, que ce soit ascendance, descendance ou mixte. Il suffit de cliquer sur la roue crantée et je vais
pouvoir exporter au format PDF. Faites votre paramétrage comme bon vous semble, n'oubliez pas de changer le format d'impression. Et par défaut, Eredis génère un texte pour le titre de la roue. Beaucoup d'entre vous nous avez demandé, oui, moi j'aime pas ce titre, parce qu'il est généré automatiquement et des fois on n'a pas toutes les infos. Là par exemple j'ai bien une date de naissance et de décès, mais c'est pas toujours le cas, du coup ça faisait pas très joli. Donc à la demande importante de nombre d'entre vous, on a ajouté la petite case à cocher ou décocher, masquer le titre. Voilà. Ou afficher le titre si vous voulez le voir à nouveau affiché. Donc vous faites votre petit paramétrage et puis après vous cliquez sur export PDF, ça va générer un fichier en PDF que vous pourrez soit envoyer par mail, soit fournir à un imprimeur pour qu'il imprime. Voilà pour la roue. L'autre nouveauté, l'autre grosse nouveauté d'Eredis 24, ça s'appelle la chronologie familiale. Alors, toujours disponible dans le bouton nouveauté, super, sauf que la prochaine fois que vous changerez de version d'Eredis, ça ne sera plus dans le bouton nouveauté puisque ça sera de nouvelles nouveautés. Du coup, c'est important de savoir où ça se passe. Donc sur Windows, ça se passe dans le menu Arbre, chronologie familiale. Sur Mac, c'est dans le menu Documents, chronologie familiale. Donc si je clique sur chronologie familiale, que se passe-t-il? Eh bien, je vais avoir une chronologie qui s'affiche avec tout plein d'individus par rapport à une échelle de temps. Donc là, mon échelle de temps est ici en bas et je vois un certain nombre d'individus. Ça peut parfois faire beaucoup. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on peut paramétrer pour restreindre tout ça. Sachez que si votre fichier fait plus de 2000 individus, on ne prendra pas tout le fichier parce que ça devient imbuvable, illisible, c'est horrible. Il y a trop de monde en fait, c'est juste ça. Du coup, on vous permet de filtrer, bien sûr. Dans le bouton Options, vous allez pouvoir choisir la portée. Est-ce que vous voulez tout le fichier? Mais si vous avez plus de 2000 individus, ça ne sera pas possible. Il faudra faire une autre portée. Sinon, vous pouvez choisir la lignée SOSA, la famille étendue, ça c'est ce qui est mis par défaut, l'ascendance ou la descendance. Alors ces trois-là, famille étendue, ascendance, descendance, c'est par rapport au personnage central. Donc c'est-à-dire l'individu que j'ai là au centre de mon écran. Donc là, pour mon exemple, c'est Charles-Alexandre Duchamp. Je vous rappelle que c'est un fichier exemple, il ne s'agit pas de vraies personnes qui ont vécu, à la famille Duchamp, aux familles Duchamp qui existent en France. Donc vous allez pouvoir choisir la portée. Donc, moi, pour l'exemple, je vais laisser la famille étendue. Vous allez pouvoir restreindre si besoin, si c'est vraiment trop énorme. Vous pouvez restreindre la période pour étudier une période donnée. Vous pouvez aussi le faire sur les lieux pour n'avoir que certains lieux affichés ou sur des patronymes. Vous pouvez inclure ou non certains individus, donc les marqués, les secondaires, les confidentiels, ou les nés il y a moins de X années. Si vous décochez, ils ne seront pas inclus. Voilà. Donc ça, c'est pour les options. À savoir donc que cette chronologie familiale, à quoi ça sert? Eh bien, ça va vous servir à vous repérer, en fait, à visualiser votre famille sous un autre angle, de manière beaucoup plus visuelle que ce qu'on peut avoir dans un document comme un livre. C'est complètement différent. Par contre, ça permet d'illustrer très bien les livres, par exemple. Donc, toute la liste ici concerne les individus qui sont ici au centre, dans l'écran central. Si je clique sur un individu, non seulement j'ai son résumé qui s'affiche, comme d'habitude partout dans Eredis, mais en plus, il est en couleur un petit peu plus soutenue. La barre ici est un petit peu plus soutenue. Je peux zoomer avec le plus et le moins, dézoomer avec le moins, pour y voir un peu plus clair. Donc voilà, on a la chronologie qui vous affiche depuis la naissance jusqu'au décès. Alors quand il y a un point d'interrogation, c'est qu'on n'a pas la date de décès de saisie. Donc ici on en a une, donc ça s'arrête correctement. Ici on n'a pas de date de décès, mais par contre on suppose qu'il est décédé, parce que bon, il est né en 1745. S'il est encore en vie aujourd'hui, voilà, il y a un problème. Donc on symbolise cette information par un point d'interrogation.
Par contre, quelqu'un qui est potentiellement encore en vie, je ne sais pas si je vais en avoir ici, on va regarder. Hop. On a un autre système qui vous affiche. Alors tout ce que je vous explique ici, c'est dans l'aide en ligne, le manuel d'utilisation des Redis. Donc ici, par exemple, cette personne est née en 1929. Potentiellement, elle peut encore être en vie. Du coup, on vous symbolise que pour l'instant, on n'a pas de date de décès, donc elle est potentiellement encore en vie. Voilà. Donc on vous montre également la naissance, mais le mariage, le ou les mariages bien sûr, et le décès également. Vous voyez qu'on vous montre les photos. Si vous souhaitez, vous pouvez ici dans Images décocher pour ne pas avoir les images. Et vous voyez qu'il y a marqué cadre photo. Alors je vais remonter, voilà. Hop, cadre photo. Si je coche, ça me fait un rond. Sauf que ça revient en bas, voilà. Ça me fait un rond, mais vous voyez ici, par exemple, ils sont coupés. Du coup, ça ne me plaît pas. Je préfère décocher et avoir mon image en entier, comme je l'ai scanné et enregistré dans Redis. Donc vous avez plein de petites options d'affichage dans la palette affichage. Alors par défaut elle est à droite, mais vous pouvez intervertir les palettes avec le bouton intervertir. Vous pouvez aussi passer un sens d'affichage, donc de haut en bas ou de bas en haut. Hop, moi je vais faire de haut en bas pour avoir l'échelle tout en haut. Vous pouvez changer cette échelle, de passer de 1 à 100 ans par exemple. Si vous avez beaucoup d'individus, avec surtout des gens qui vont par exemple en 1500 et puis les derniers dans les années 2020, sur une seule échelle, ça peut être difficile à lire. Du coup, ça peut être intéressant de changer le pas de cette échelle. Voilà. Pour gagner un peu de place, on peut cliquer sur compresser et dans ce cas-là, Redis va s'arranger pour que vous gagniez de la place, pour que ce soit pas tout l'un en dessous de l'autre, mais qu'il y en ait sur la même ligne. Voilà. Vous voyez que quand je passe ma souris ici, et si je laisse ma souris sur la colonne, on voit quelle est la période concernée. Ça, je peux retirer la grille d'affichage, mais du coup, je perds cette petite infobulle, c'est dommage. Chacun fait comme il veut pour son affichage. Autre chose, alors ça me montre très bien le fichier dans sa globalité, ou en tout cas sur la famille étendue de Charles Duchamp ici. C'est bien, mais ça me parle pas trop. Eh bien, vous pouvez faire des groupements pour visualiser différemment. Par exemple, si je fais un groupement par nom, je vais voir que le nom de bac, comme ça s'écrit aujourd'hui, c'est aussi écrit DE plus loin BACQ-UE et j'ai la période durant laquelle cette écriture a été utilisée. Et donc c'était contemporain de l'écriture actuelle. S'il y a évidemment d'autres variantes, je vais pouvoir le voir également. Si je dézoome, on a la même chose avec Duchamp avec un S et Duchamp sans S, par exemple. Donc ça va vous permettre d'étudier les noms de famille de votre généalogie et de voir dans quelle période ce nom, donc laquelle période de temps ce nom a été utilisé, mais aussi de repérer les différentes orthographes utilisées à travers le temps. Voilà pour le groupement nom. Vous avez aussi le groupement lieu de naissance. Alors évidemment, si les individus n'ont pas de lieu de naissance, ils n'apparaîtront pas ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais sur la frise, enfin pas la frise, mais la chronologie familiale, n'apparaîtront que les individus qui ont soit une naissance saisie, soit un décès. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, ils n'apparaîtront pas, parce qu'on ne peut pas les caler sur une échelle de temps, tout simplement. Donc, le lieu de naissance va nous permettre de savoir qui vivait dans quelle commune, si j'ai choisi commune, mais ça peut être département, région ou pays ou même subdivision. Pour par exemple, si j'ai plein de gens qui ont vécu dans une même commune mais dans des hameaux différents, et si j'ai saisi ces hameaux bien sûr dans Redis, je vais pouvoir les afficher ici. Donc ça permet de voir qui a pu connaître qui dans votre généalogie, peut-être qu'ils se sont croisés. Ça peut aussi permettre de,
de réaliser voilà si certains ont pu se connaître ou pas alors que techniquement ils avaient aucun lien commun. Ensuite, vous avez un dernier groupement qui s'appelle lien familial. Alors ce lien familial, il est disponible uniquement si dans Options, vous avez choisi famille étendue. Pourquoi ? Eh bien parce que on peut pas le faire pour l'ascendance, la descendance, c'est pas très pratique en ascendance et descendance, puisque on part sur une ligne directe finalement en ascendance ou descendance. La famille étendue, on part sur plein de gens, c'est-à-dire la ligne ascendante et la ligne descendante du personnage central, mais aussi les collatéraux. Donc les oncles et tantes, les grands-oncles et grands-tantes, les cousins, cousines, etc. Pareil, dans l'aide en ligne, il y a un petit schéma qui reprend tout ça et qui vous montre qui apparaît dans la famille étendue. Donc on voit qui sont les oncles et tantes de notre personnage central. Vous voyez que certains sont en italique. Ce sont les individus sans lien de sang, c'est-à-dire qui sont là par alliance. D'accord ? Donc ils sont symbolisés en italique, c'est parce que c'est des individus oncles ou tantes, mais par alliance. Voilà. Vous pouvez choisir de ne pas afficher certaines générations, comme par exemple les arrière-grands-parents si vous n'en avez pas besoin, ou au contraire, ne pas afficher les gens sans lien de sang, pour pas encombrer votre chronologie familiale. Pas mal de petits réglages que vous pouvez faire. Du coup, l'avantage, c'est que ça permet d'illustrer notamment des livres. Donc, vous allez pouvoir faire un export PDF ou, si vous préférez, faire une capture d'écran avec votre clavier comme d'habitude. Et donc, vous allez pouvoir après coller ce document ou joindre ce document à votre livre. Donc, le bouton PDF ici va vous permettre d'exporter. C'est le même module que pour les roues, donc ça fonctionne tout pareil. Pareil, le masquer, le titre est ici également. Voilà pour les principales nouveautés de Eredis. Après, ce sont des améliorations. Améliorations largement demandées. Donc, par exemple, quelque chose qui est attendu depuis très longtemps. Dans le dictionnaire des médias, vous pouvez désormais renommer un média. Alors, par exemple, ici, vous voyez, j'ai une image qui s'appelle IMG 7980. Zut, j'ai oublié de la renommer avant de la mettre dans Eredis. Ben, c'est pas grave, avec Eredis 2024, vous pouvez renommer cette image dans Eredis. Ce n'était pas possible avant, il fallait aller dans l'explorateur de Windows, changer le nom de votre image, réintégrer dans Eredis, c'était très, très complexe. Aujourd'hui, vous pouvez le faire en quelques clics. Donc je sélectionne l'image à renommer, et ici, j'ai un petit bouton qui me permet de renommer. Je vous rappelle qu'il est préférable de ne pas mettre de symboles de ponctuation ou de choses comme ça. C'est mieux de mettre des tirets du 8 par exemple ou underscore pour ceux qui connaissent son petit nom. C'est mieux dans les noms des fichiers. Donc, si je clique sur OK, vous voyez que Eredis a bien renommé mon image dans Eredis. Par contre, ici, mon original qui est dans mon ordinateur, cet original n'a pas changé de nom. C'est normal, on ne touche pas à l'original, on ne touche que à ce qui est indiqué dans Eredis. Voilà. Donc, amélioration largement demandée. Cette fois, c'est possible. Vous pouvez faire le ménage des noms des fichiers, les noms des médias, directement dans Eredis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté ? Comme amélioration. Donc dans le menu fichier, vous allez voir qu'ici, vous n'avez plus préparé pour iOS ou Android. Maintenant, vous avez préparé pour transmettre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a harmonisé, on a le même format, que ce soit pour iOS ou Android ou Eredis Mac ou Windows, ils seront en mesure de lire le fichier compressé qui va se créer.
Donc si je clique sur préparer pour transmettre, voici ce qu'on me dit. Alors là, c'est parce que j'ai pas enregistré, il faut d'abord que j'enregistre mes modifications. Et après, on me dit que Eredis va créer un fichier compressé de ma généalogie, et donc je peux choisir avec ou sans les médias. Il suffit de cocher la petite case pour ne pas avoir les médias. Pour que ce soit plus rapide, je vais faire ça, sinon on va y passer peut-être longtemps, je ne sais pas. Ou quoi que non, il n'y a pas beaucoup d'individus, mais bon. Oui, alors, voulez-vous enregistrer les modifications? Si vous ne l'avez pas fait, hein, j'ai fait des modifs, du coup, il râle pour me dire que ça n'a pas été fait. Et ici, vous voyez, j'ai un fichier au format HMW. Ça, c'est la même chose que d'habitude. Par contre, il y a un Z comme zip. Hein, c'est simplement que ça veut dire que c'est compressé. Donc, mon fichier ici compressé, je vais pouvoir l'envoyer soit sur ma tablette que j'ai où j'ai installé Redis 2024, ou alors je vais pouvoir l'envoyer à un cousin qui utilise aussi Redis 24, ou supérieur d'ailleurs, quand tu auras des supérieurs. Enfin voilà, je peux transmettre ma généalogie beaucoup plus facilement. Voilà pour cette amélioration. Autre amélioration intéressante et importante, j'ai failli oublier, c'est que dans la saisie individu, on a la possibilité de mettre des notes un petit peu partout. C'est ces rectangles blancs que l'on a, hein, c'est pareil sur Mac, je vous rassure, sauf que vous, tout n'est pas regroupé dans un seul onglet, vous avez des notes un petit peu partout sur la fiche de saisie. Eh bien, pour changer la confidentialité de ces notes, avant, il fallait cliquer sur le crayon pour pouvoir aller cocher la petite case privée. C'était un peu long, parce que du coup, il fallait ouvrir chacune des notes. Là, aujourd'hui, j'ai une petite clé ici. Si je clique dessus, ma note devient privée. Lorsque je vais exporter, elle ne sera exportée que si je choisis d'exporter les données privées. C'est pareil pour les notes d'événements, hein. J'ai la même chose, la petite clé qui me permet de faire pareil. Donc, amélioration demandée également, et tout simplement pour permettre d'aller plus vite et de gagner un peu de temps dans tout ce qui est saisie, et c'est bien agréable de faire moins de manip. Voilà. Autre amélioration, dans les livres famille de mon village, on a la case index. Alors on l'avait déjà. La différence, c'est que maintenant on a en index les professions. Donc je vais en éditer un. On va le laisser faire. Hop, voilà. Et sur l'autre écran, bien sûr, sinon c'est pas rigolo. Donc tout à la fin de votre livre, de votre village, hein, donc on choisit la ville ou le village que l'on veut, on paramètre comme on veut ce qu'on veut mettre dedans, et une fois qu'on a créé, on a les individus qui ont vécu dans ce lieu, d'accord, par famille. Donc c'est une case par famille. Et à la fin, j'ai un index. Alors l'index des individus existait déjà, maintenant on a ajouté le nombre d'individus total. On a toujours l'index des lieux, c'est les autres lieux hein, que celui qui a été choisi, parce que on peut très bien avoir quelqu'un qui est né dans cette ville, mais qui a fait sa vie ailleurs, hein, ça peut arriver, ça arrive souvent. Du coup, il faut savoir les retrouver rapidement. Donc pareil, on a mis le nombre de lieux total. Et enfin, on a l'index des professions, avec le total des professions mentionnées. Alors à quoi ça va servir? Ça va servir que si vous cherchez un cordonnier dans cette généalogie, dans ce livre, il vous suffira de vous reporter à l'index des professions. Vous voyez qu'il y en a un page 22. Si je maintiens mon appui de clavier sur la touche CTRL et que je clique sur le numéro, je navigue vers la page, l'individu 22, et là-dedans, je dois avoir un cordonnier. Voilà. Donc ça permet du coup de s'y retrouver également au niveau des professions. Voilà pour famille de mon village. Ensuite, on a amélioré les saisies d'après un acte. Alors, il y en a plusieurs qui ont été modifiées. En fait, maintenant, elles vous mettent une petite fenêtre pop-up pour vous demander si, par exemple, si le père ou la mère
doit être ajouté. Ça le faisait déjà. La différence, c'est que si je rajoute un individu à un individu existant, je vais saisir, je vais vous faire la démo, c'est plus simple, c'est plus parlant. Hop. Voilà, donc par exemple, je choisis cet individu. Vous voyez ça, voulez-vous ajouter les parents à l'acte? Oui, jusque-là tout va bien. Par contre, si je mets veuf, je vais avoir, est-ce que le conjoint qui est veuf, enfin le conjoint dont cette personne est veuf dans l'acte de mariage, est-ce que c'est cette personne? Oui ou non? Si c'est l'autre conjoint qu'il a eu après, eh ben on fait défiler en fait tous les conjoints. À la base, c'était pas ça que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave, ça en fait partie. Ça fait partie des améliorations demandées. Par contre, si je saisis un individu, il faudrait que je trouve un individu dans mon fichier qui a qu'un seul des deux parents. Je ne sais plus, excusez-moi, je vérifie un petit peu. Voilà, ça va me prendre un petit peu de temps. Excusez-moi. Voilà, par exemple, je choisis cette personne. Très bien. On me demande est-ce que je veux ajouter le père. Si le père a plusieurs conjoints et que je n'ai pas saisi la mère, eh ben, on va me proposer si le conjoint numéro 1 est la mère. Si je mets non, on va me proposer le conjoint numéro 2. Donc on a plein de petites fenêtres comme ça qui vont s'ouvrir, qui vont vous poser des questions. Donc prenez le temps de bien les lire, parce qu'en fonction, elles ne font pas la même chose. N'allez pas trop vite avec la saisie d'après un acte. Autre chose, dans les actes de baptême, on nous a demandé, on avait la possibilité de saisir des témoins, mais on n'avait pas la possibilité de saisir leur profession. Et bien maintenant, vous pouvez saisir la profession des témoins du baptême. Des témoins, des parrains marraines, pardon. Les témoins, vous pouvez le faire, vous pouviez déjà le faire avant. Voilà pour la saisie d'après un acte. Autre chose, vous voyez ici, j'ai un événement qui a eu lieu entre deux dates. Donc entre 1852 et 1855. Donc ça, on l'affichait déjà. Par contre, maintenant, Eredis vous calcule l'âge de début et l'âge de fin. D'accord, en fonction de ces dates. Avant, on mettait que l'âge de début, on mettait pas l'âge de fin. Du coup, c'était pas tout à fait exact. C'était pas exact, quoi. Voilà. Autre chose, donc l'app mobile. Je peux pas vous la montrer là. L'app mobile se dote maintenant de la possibilité de gérer les sources en mode complet, en plus du mode simple, parce que pour ceux qui ne savent pas, il existe deux méthodes pour saisir des sources. Donc l'app mobile maintenant se gère les citations en mode complet. Vous pouvez importer et exporter au format HMWZ, c'est-à-dire le format que je vous ai montré tout à l'heure dans préparer pour transmettre. Eh bien, c'est pareil sur l'app mobile. Et puis, on a eu sur l'app mobile une meilleure gestion des langues utilisées selon la langue utilisée du téléphone. Autre amélioration, l'abonnement premium. Je vous rappelle que l'abonnement premium, c'est un abonnement pour les services Eredis Online. Avec les services, alors c'est un peu long parce que je suis en train de faire une vidéo, il y a Internet qui tourne, mais voilà, il s'est un peu occupé. Donc l'abonnement premium permet de publier et de mettre un mot de passe pour que seules les personnes ayant le mot de passe puissent accéder à votre publication. Mais ça permet aussi de sauvegarder votre généalogie. Je vous rappelle que si vous ne sauvegardez pas sur Eredis Online, il est important de faire des sauvegardes, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que si votre ordi tombe en panne, maintenant on n'a pas votre fichier en fait. C'est que votre Eredis, c'est un logiciel de bureau, et donc le fichier, il est dispo, mais sur votre ordi. Donc si votre ordi tombe en panne et que vous n'avez pas fait de sauvegarde, vous aurez perdu votre fichier. Donc
Le bouton sauvegarde permet de sauvegarder, bien sûr. Donc on clique ici sur Redis Online sauvegarder pour sauvegarder. La nouveauté, c'est que vous passez de 3 Go à 10 Go sans augmentation du tarif de l'abonnement premium. C'est-à-dire que vous allez pouvoir maintenant sauvegarder des fichiers jusqu'à 10 Go. Avec les anciennes versions des Redis, il y a une limite par fichier, c'est le système qui voulait ça, qui est à 2 Go. Donc même si vous avez 10 Go, vous aurez une limite à 2 Go par fichier. Avec Redis 24, cette limite tombe et donc la limite maximum pour la sauvegarde d'un fichier, maintenant, c'est 10 Go. Il y a encore d'autres d'autres améliorations. Je ne vais pas tout vous détailler. Je vous laisse aussi un petit peu de suspense que vous alliez chercher un peu pour voir ce qui est intéressant. Je vous cite aussi quand même qu'il est maintenant possible de faire de la multisélection dans le dictionnaire des médias, ce qui n'était pas possible avant. Et quelque chose que je voulais vous montrer quand même, c'est que maintenant, lorsque vous faites un import Jetcom, Redis va vous faire une proposition. Assurez-vous, elle n'est pas indécente. Ça, c'est juste pour le petit côté humour. Voilà. Hop, voilà. Donc, déjà, je choisis mon fichier. Donc, GED pour Jetcom au format 5.5.1 ou GDZ pour le format au Jetcom 7. Je choisis de lui donner un petit nom et je clique. Alors là, il existe déjà, mais c'est pas grave. C'est pour la démo et je laisse Redis faire. Ne répond pas, mais je vais juste le laisser faire. C'est parce que mon ordi est occupé. Donc là, je choisis. Alors, quand on fait un Jetcom, une ouverture d'un Jetcom, on va pas trop vite. On regarde un petit peu ce qu'il nous propose quand même, c'est mieux. Donc comment traiter les individus avec des prénoms entre guillemets, est-ce que c'est usuel ou surnom? À vous de choisir, est-ce que vous voulez les médias et les sources ou pas? Est-ce que les lieux sont bien identifiés? Donc est-ce que ça c'est bien une commune, un code lieu, etc. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas ici à modifier l'intitulé de la colonne pour réorganiser bien, parce qu'après vous pourrez pas le faire. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est que le format Jetcom, c'est une norme, certes universelle pour les logiciels de généalogie. Le problème, c'est que tous ne fonctionnent pas de la même manière et que tout n'est pas normalisé. Par exemple, la couleur des cheveux, c'est un élément qui est à la réserve de l'éditeur du logiciel. Tout le monde ne l'étiquette pas de la même manière. Donc les tags, excusez-moi pour tous les gros mots informatiques, les petits tags Jetcom permettent d'identifier à quelles données correspond l'information. Donc par exemple ici vous voyez hair, en anglais ça veut dire cheveux, super, sauf que si je laisse comme ça, je vais peut-être pas forcément m'en souvenir, et puis colo c'est pour la couleur de peau, ça me parle pas trop quoi. Donc n'hésitez pas à écrire à la place cheveux, d'accord, ou couleur de cheveux si vous préférez. Et surtout, ce qui change, c'est ça, c'est que maintenant, avant, vous aviez la possibilité d'importer ou de ne pas importer. Mais vous ne pouviez pas choisir comment ça s'importait. Aujourd'hui, vous pouvez choisir, est-ce que c'est un événement ou est-ce que c'est une rubrique personnelle? Ou alors, si vous n'arrivez pas à identifier le tag, c'est-à-dire le petit mot qu'il y a ici, est-ce que vous voulez vraiment l'importer? Dans ce cas-là, vous pouvez choisir de ne pas importer. Donc là, les cheveux, c'est plutôt de la rubrique personnelle. C'est pas vraiment un événement. Donc voilà, vous pouvez faire ça pour tous les éléments qu'Redis ne reconnaît pas. Malheureusement, ce n'est pas Redis qui choisit l'intitulé de ces tags, c'est le logiciel qui a créé le Jetcom. Donc s'il y en a que vous ne connaissez pas, je vous invite à consulter le manuel d'utilisation du logiciel qui a créé le Jetcom. Voilà pour les principales nouveautés et améliorations des Redis 24. Comme vous pouvez le voir, Redis continue à améliorer.
à enrichir le logiciel. Je vous rappelle que oui, l'application mobile désormais est payante. Par contre, pour éviter que ça vous coûte trop cher, puisqu'on n'a pas augmenté le prix du logiciel, pour info, hein, toujours pas. Par contre, l'appli mobile, elle est à moins 50% pendant un mois après la sortie. Donc là, ça va être jusqu'au 1er octobre 2023, je précise, parce que si vous regardez cette vidéo dans plusieurs mois, eh bien, vous allez me dire, mais c'était censé être à moins 50%. Non, c'est jusqu'au 1er octobre 2023. Vous pouvez avoir l'application mobile à 50% de réduction, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur Eredis. Au revoir.